Ce midi, au Radio-Journal, les élus à Ottawa dénoncent l'attaque perpétrée contre une famille musulmane de l'Ontario et plus de 800 personnes liées au crime organisé ont été arrêtées lors d'une opération policière mondiale. Bonjour, ici Mélanie Hood. L'attaque islamophobe de dimanche soir à London suscite une vague d'indignation à travers le pays. À Ottawa, tous les chefs de parti ont dénoncé le geste d'un jeune homme qui a délibérément percuté en pleine rue les membres d'une famille musulmane. 4 personnes sont mortes. De nombreux politiciens se rendront d'ailleurs à London ce soir pour rendre hommage aux victimes et soutenir la communauté. Les précisions de Juliane Lamoureux. À London, en Ontario, les fleurs, les toutous s'accumulent sur les lieux du drame où 4 membres de la même famille sont morts dimanche. Seul un garçon de 9 ans a survécu. Les gens se recueillent et tentent de comprendre l'incompréhensible. C'est rien de moins qu'une attaque terroriste, dit le premier ministre Doug Ford, et ça n'a pas sa place chez nous. Il annule les activités de son gouvernement pour le reste de la journée pour laisser toute la place au deuil. Il entend modifier les mesures sanitaires en place de la région de London pour permettre un rassemblement ce soir, une veillée à la chandelle. Un événement auquel participeront tous les chefs de parti à Ottawa, à commencer par le premier ministre Justin Trudeau. Il faut se dire la vérité. Cette haine et cette violence existent chez nous. Les chefs conservateurs et néo-démocrates, Erin O'Toole et Jagmeet Singh, ont aussi eu de vives réactions. Il faut se rappeler que 5 personnes de London en Ontario ne pouvaient même pas se promener. C'était un acte de haine et on doit faire face à la haine directement. Pendant ce temps, l'enquête policière se poursuit pour déterminer exactement ce qui s'est passé et si de nouvelles accusations doivent être déposées contre le suspect de 20 ans, déjà accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto. 2 Canadiens sur 3 pensent que c'est l'Église et non les gouvernements qui doivent être tenus responsables des abus commis sur des enfants dans les pensionnats autochtones du pays. C'est ce que révèle un sondage léger réalisé une semaine après la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Une grande majorité des répondants estiment aussi que les autorités doivent mener des fouilles sur d'autres lieux. 80% d'entre eux pensent que la découverte à Kamloops ne serait pas une exception. Le sondage a été réalisé du 4 au 6 juin auprès de 1539 adultes. Aucune marge d'erreur ne peut lui être attribuée. Les réactions d'indignation fusent de toutes parts en France à la suite d'un incident survenu aujourd'hui dans la Drôme, dans le sud-est du pays. Un homme s'en est pris au président Emmanuel Macron qui s'apprêtait à le saluer. Tous les chefs de parti ont dénoncé ce geste. Le compte-rendu de Florence Baudet. Le convoi allait partir vers Valence, chacun était monté en voiture. Emmanuel Macron veut alors saluer le public avant de s'en aller. Il s'approche des barrières. Un homme l'agrippe par le bras et le gifle ou tente de le gifler. Selon l'Élysée, le coup n'a pas porté. Un agent de sécurité du président a paré le coup. Emmanuel Macron a ensuite poursuivi son chemin et continué à saluer les badauds. Mais la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est saisissante. On y entend l'agresseur crier « Montjoie Saint-Denis », à bas la Macronie. L'homme a été immédiatement interpellé ainsi qu'un de ses amis qui l'accompagnait. Tous les deux sont en garde à vue. Selon le procureur de la République de Valence, les 2 hommes ont 28 ans. Ils sont drômois. Ils n'ont a priori pas d'antécédents judiciaires, mais il va y avoir vérification complémentaire. On ne sait pas à ce stade ce qui a motivé ce geste. C'était Florence Baudet. La peine de prison à vie prononcée contre l'ancien chef militaire serbe Ratko Mladic a été confirmée en appel. Celui qu'on surnomme le boucher des Balkans avait été reconnu coupable en 2017 de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Bosnie de 1992 à 1995. Il avait notamment supervisé l'exécution de 8000 musulmans à Srebrenica. Sa condamnation est désormais définitive. Plus de 800 personnes liées au crime organisé ont été arrêtées lors d'une opération policière mondiale menée simultanément en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande. Au cours des 18 derniers mois, le FBI a fourni à des membres de la mafia, des gangs de motards et des syndicats du crime asiatique des milliers d'appareils cryptés qui ont permis de surveiller leur communication. Les explications de Léo Kalinda. Cette gigantesque opération de police internationale, la plus sophistiquée au monde contre le crime organisé, a été initiée par le FBI et la police néo-zélandaise.
Des chiffres impressionnants. Plus de 20 000 appareils cryptés utilisés par plus de 300 syndicats du crime opérant dans plus de 100 pays. Plus de 27 millions de messages examinés en 18 mois selon la direction des opérations à Europol, l'agence européenne de police. More than 12,000 encrypted devices, 300 criminal syndicates. Jean-Philippe Lecouf a souligné qu'il y a eu plus de 800 arrestations et plus de 8 tonnes de cocaïne saisies. Techniquement, des milliers de téléphones étaient censés permettre aux criminels de passer inaperçus pour organiser leur trafic de drogue, d'armes ou même des projets d'assassinat. Mais en fait, ces appareils avaient été disséminés par le FBI dans des rangs de la mafia, de syndicats asiatiques de crime organisé, de cartels de la drogue ou encore de gangs de motards criminalisés. Cette opération internationale reposait sur un appareil appelé ANOM. Les malfaiteurs l'utilisaient pour communiquer sans se douter que la police recevait, elle aussi, les millions de messages envoyés. Ici Léo Kalina, Radio-Canada, Montréal. Sport. La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu se sépare de son entraîneur. Le Québécois Sylvain Bruneau s'occupait de son développement depuis 4 ans. Voici Antoine Deshaies. Ensemble, Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau ont marqué l'histoire du tennis canadien en 2019. Quand la joueuse de 19 ans avait gagné son premier tournoi du Grand Chelem à New York, Sylvain Bruneau semblait gêné de prendre la pause à ses côtés avec son trophée dans les mains. Andreescu lui avait alors dit qu'il ferait mieux de s'habituer. Or, près de 2 ans plus tard, le duo n'a toujours pas gagné de nouveaux titres et met fin à son association. Sur ses réseaux sociaux, Bianca Andreescu parle d'une décision commune. Elle dit avoir le cœur lourd de devoir annoncer cette nouvelle et exprime toute sa reconnaissance pour ces 4 années extraordinaires. Elle décrit Bruno comme un mentor, un ami et un membre de la famille. Andreescu n'explique toutefois pas les raisons qui ont mené à cette décision. Dans leur entente initiale, Sylvain Bruneau devait passer 15 semaines par année sur la route avec Andreescu. Mais les 2 dernières années ont été éprouvantes pour la joueuse et son équipe, notamment en raison de blessures au genou. Puis la pandémie a chamboulé leurs plans à plusieurs reprises. Bruno a notamment contracté la COVID en arrivant en Australie cet hiver, forçant une quarantaine stricte de 14 jours pour la joueuse et son équipe à l'hôtel. Andreescu a eu la COVID à son tour au printemps en Espagne. On ne sait pas pour l'instant qui sera le nouvel entraîneur de la joueuse. Sylvain Bruneau, quant à lui, va demeurer à l'emploi de Tennis Canada. Ici Antoine Deshaies, Radio-Canada, Montréal. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux de Tokyo, les organisateurs comptent surveiller de très près les journalistes étrangers qui viendront couvrir l'événement. Ils seront géolocalisés et devront fournir une liste détaillée des endroits qu'ils comptent visiter. Les journalistes qui ne respecteront pas les règles risquent de perdre leur accréditation.